Le Fils de l'homme raconte l'histoire d'un homme qui ressurgit dans la vie de son fils et de son ancienne compagne, après des années d'une absence assez mystérieuse, et qui va les entraîner dans une montagne, dans une vieille maison dans laquelle lui-même a grandi auprès de son père. Et peu à peu, ce qui devait être un séjour temporaire va se transformer en une longue dérive pour cette femme et cet enfant qui vont découvrir la folie de cet homme et qui vont devoir essayer d'y survivre. Le fils, c'est un petit garçon de 9 ans qui est dans une relation très fusionnelle avec sa mère, qui voit ressurgir cet homme dont il ne garde que des souvenirs très ténus et qui va dans un premier temps souhaiter renouer avec lui, essayer de retrouver cette figure paternelle qu'il n'a pas connue, jusqu'à ce qu'il découvre finalement l'héritage que cet homme va lui transmettre. La mère, quant à elle, c'est une jeune femme très éprise d'amour, qui rêve de rencontrer un homme, qui s'est construite aussi sur la déception de cette relation qu'elle a eue avec le père et qui s'est terminée là aussi de façon assez dramatique. Et elle, quand le père va revenir, elle va être à la fois tiraillée entre son désir peut-être de lui donner une autre chance et puis la peur qu'elle ressent aussi pour cet homme, et qui va certainement jouer un rôle non négligeable dans sa décision de le suivre dans cette montagne. Et puis le père, c'est un homme assez taiseux, difficile à cerner, qui est à la fois capable d'élan d'amour et d'affection, mais qui lui aussi est hanté par son enfance et par la figure de son propre père, et qui finalement se débat avec une sorte de déterminisme dont on comprend assez rapidement qu'il ne parvient pas à s'échapper. Rapidement, j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était en fait de tirer cette histoire intime, individuelle, presque banale par endroits, vers une forme de mythologie, de manière à ce que cette histoire-là, elle ait aussi une portée universelle. Et c'est à partir de ce moment-là que dans la structure, j'ai commencé justement à jouer avec cette idée de la tragédie antique. Notamment par exemple avec ce grand monologue du père, presque théâtral, qui figure au milieu du livre et qui va éclairer l'ensemble de l'histoire sous un autre angle. Oui, l'idée de le déterminisme social, familial, l'idée de la façon dont on se construit au sein d'une famille, la thématique de la transmission de la violence, ce sont des thèmes qui sont présents dans mon travail, mais qui là aussi ne précèdent jamais l'écriture de l'histoire, c'est-à-dire que j'ai avant tout des paysages, des images qui me viennent à l'esprit, et finalement les thématiques, j'ai l'impression, sont plutôt liées à ma sensibilité ou à mes obsessions ou à mes craintes, et finalement s'imposent d'elles-mêmes au roman sans que je le fasse à dessein. Ce qui m'intéresse dans cette exploration de la nature, c'est justement de placer l'homme comme un élément de cette nature-là, d'un grand tout, mais certainement pas un élément décisif. Mes personnages peuvent éventuellement chercher à la contraindre. Et cette nature-là est totalement indifférente finalement au drame qui se noue entre eux. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'elle puisse être une forme de théâtre qui renvoie là aussi à une universalité. Et d'ailleurs, j'essaie toujours d'approcher mes personnages humains de la même manière que j'approche des personnages secondaires animaux. Voilà, essayer toujours de penser en termes d'univers dont l'humain ne serait pas le centre. L'utilisation de la première personne dans le roman, j'ai l'impression, encourage à une forme d'exploration de l'intériorité ou de l'introspection. Or, de plus en plus, moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est justement de délaisser l'intériorité ou la psychologie des personnages. Donc finalement, avoir un regard extérieur, utiliser la troisième personne, c'est une manière d'être mis à distance et de les observer un peu à la manière d'un photographe ou d'un entomologiste. C'est d'essayer de comprendre comment est-ce que je peux suggérer quelque chose de leurs émotions, mais simplement en les décrivant, en décrivant leurs gestes, leur corps, éventuellement leurs sensations, mais sans forcément aller au-delà. Alors étrangement, j'ai l'impression que ce livre-là est moins taiseux que mes livres précédents, parce que j'ai l'impression d'être un peu plus à l'aise avec le dialogue. Le dialogue m'a toujours
plutôt posé problème. Et j'ai toujours cherché comment restituer une langue qui serait à la fois une langue simple, presque une langue d'une forme de prolétariat, tout en gardant une poésie et une approche soutenue, littéraire, et une musicalité aussi. Et j'ai l'impression, avec ce livre-là précisément, et en particulier avec le monologue du père, d'être parvenu à trouver une forme d'équilibre. De manière générale, mes personnages sont plutôt taiseux et je crois que leur corps, en réalité, parle bien plus pour eux. Oui, Cormac McCarthy, c'est une lecture importante, Claude Simon aussi, Pierre Guyota. Pour moi, ce sont des auteurs justement qui m'ont montré l'importance du corps et de l'image en littérature. J'ai pas vraiment de livre qui aurait plané comme ça sur ce texte en particulier, mais en revanche, je me suis construit avec des figures tutélaires auxquelles je pourrais ajouter Faulkner, Proust, Zola, Winkler, des poètes aussi. Et j'ai l'impression que tout ça, quelque part, a participé à ma formation aussi en tant que romancier. Et que peu à peu, je cherche aussi une voix qui soit la mienne, qui soit singulière. Et aujourd'hui, c'est presque plus l'enjeu pour moi que celui de raconter des histoires, par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est de voir où est-ce que je peux me trouver en littérature.